y a eu Gainsbourg et Gainsbar, il y a le Renault et le renard. Le Renault ne boit que de l'eau, le renard carbure au Ricard. Un côté blanc, un côté noir, personne n'est tout moche ou tout beau. Moitié ange et moitié salaud, et c'est ce que nous allons voir. Docteur Renault, Mister Renard. Renard est un sacré soifard, Renault est sobre comme un moineau. Quand Renault rejoint son plumard, Renard s'écroule dans le caniveau. Renault se méfie des pétards et du chichon qui rend idiot. Renard se les roule peinard pour s'exploser le ciboulot. Docteur Renault, Mister Renard. Renault s'efforce, c'est son boulot d'écrire. Bonsoir à tous. Il n'est Bonsoir. jamais bon de croiser son double. C'est un principe vieux comme le monde auquel n'échappe pas Adam, professeur d'histoire sans histoire, terré dans sa routine, jusqu'au jour où il découvre Anthony, son double maléfique, acteur de troisième ordre dans une production locale. Vouloir, c'est pouvoir. Ennemi nous plonge dans un décor de tour de glace, au cœur d'un chaos kafkaïen, où Abel croise Caïn, où Dr Jekyll se mêle à Mr Hyde, alors que les tarentules, les veuves noires, les blondes, tantôt convoitées, tantôt trompées, se confondent dans une atmosphère en trompe-l'œil, jaunâtre, fiévreuse et lascive. Coïncidence, otoscopie, manipulation, les questions sans réponse se multiplient et s'accumulent dans un jeu de miroirs sans fin. Il s'agit d'un récit spéculaire, donc, que Denis Villeneuve transpose en thriller allégorique, léthargique et labyrinthique. Alors, Olivier, est-ce que tu as trouvé la sortie du labyrinthe ? Oui, au bout de la deuxième vision, du deuxième visionnage, pardon. Mais oui. Bon, bah, tu nous en diras plus tout à l'heure alors. Donc, on lance la première séquence. La scène du film. Et on commence par la séquence de Zaza. J'ai bien aimé cette séquence parce qu'en fait, c'est le moment où deux des personnages principaux se croisent. Lui ne sait pas qui elle est, elle sait qui il est, enfin elle se rend compte de qui il est et elle prend conscience et connaissance de toute la bizarrerie de l'histoire, j'ai envie de dire. Et voilà, c'est le décalage entre elle sait, elle se rend compte et elle est un peu sous choc et lui, pas. D'accord. La deuxième séquence, c'est la séquence d'Alimata. Je l'ai trouvée forte cette scène parce que on passe d'un moment où il discute avec sa mère de la situation et sa mère n'a pas l'air de le prendre au sérieux. Et ce qu'elle dit, il prend conscience de ce qu'elle dit, comme s'il avait refoulé quelque chose qu'il avait dans son inconscient, c'est-à-dire de vouloir devenir un comédien. Finalement, il est prof d'histoire. On se rend compte qu'Anthony est devenu comédien. Et ensuite, on a cette transition avec cette fameuse araignée qui arrive sur la ville, cette araignée géante, qui est finalement la toile de fond du film. Et on passe à Anthony, qui parle à son image, comme s'il parlait à Adam, à Adam. Et donc, on se rend compte que cette scène du miroir, elle se répète souvent dans le film, sauf que là, il est vraiment en face d'un miroir. D'accord. Bon, bah, la dernière séquence, je la passe, c'est celle choisie par Olivier. C'est vraiment la toute fin, avec l'apparition de la grosse araignée. Donc, en fait, j'ai choisi cette scène, la scène de l'araignée de la fin, en fait. C'est parce que c'est vraiment un moment inattendu. C'est un peu comme dans un film de David Lynch. En fait, tout le long du film, on est un peu ballotté à se dire, tiens, au fur et à mesure, on comprend certaines choses. On dit, ah ouais, d'accord. Donc, si ça se passe comme ça, c'est que le réalisateur a voulu montrer quelque chose. Oui, pourquoi il y a des araignées, donc ça, au bout d'un moment, on va le comprendre, etc. Donc, au fur et à mesure, on arrive un peu à comprendre certaines choses. Et là, juste le moment où il y a l'araignée, on fait « Putain, mais qu'est-ce que je viens de voir what the fuck ?» Et donc, du coup, on reste bloqué sur cette scène et en essayant de se rappeler tout ce qu'on a vu auparavant,
tout en trouvant les différentes interprétations qui auraient pu apparaître tout le long. Et donc, c'est vraiment ce moment où vraiment on est interloqué. Et puis voilà. Merci beaucoup, Olivier. Bon, on passe à la séquence suivante. Le saviez-vous avec Christophe? Donc, détenteur de la Coupe du Monde. Des questions, Olivier? Très bien. Tu remets ton titre en jeu, n'est-ce pas? Non, je vais laisser un peu jouer. J'interviens qu'à la fin. Si vous ne trouvez pas. Bon, là, de toute façon, première question. Ennemi est tiré d'une nouvelle d'un auteur portugais célèbre. Connaissez-vous son nom? Saramago. Comment? Saramago. Saramago. Armango, c'est- ouais. C'est presque ça. Inventé, hein. C'est presque. Phonétiquement, on pourrait. Comment? Armango. Non. Artmango. Saramangano. Non, c'est presque Saramago. C'était Saramago. Prix Nobel 88. Et le titre de l'œuvre, c'était L'autre comme moi, sorti en 2002. D'accord? Pas de point, du coup. Mokhtar, pas de point, c'est ça? Non, pas de point. Bon, pour le réalisateur, le lieu du tournage était très important. Dans quelle ville se situe l'action? Toronto. Très bien, Toronto. très bien, Limata. Olivier, faut répondre, c'est une question de rapidité, là. Ouais, mais ça, c'est pas... Olivier, tu as le droit de parler parce qu'après, on va croire qu'on a volé notre victoire. Bon, d'accord. Ok, bon, je n'ai plus aucune pitié. C'est pas grave, on a l'habitude de perdre. En parallèle de ce film, le réalisateur Villeneuve tournait un autre film. Quel était-il? Prisonnière. Bien. Bien, Limata. Bien sûr. Bah, il m'a pas Autre deux points. 2 points, Limata. Autre question. Dans ce film, attention, question de rapidité très simple. La mère d'Adam est la fille d'un très grand réalisateur. Pouvez-vous me donner son nom et son prénom? Ah là là. Dans la vie réelle? Son nom? Ah merde, attends, je Emma. sais. Attends, merde. Ancienne Un actrice, Italien. ancienne top modèle. Un Rossellini. Italien. Exactement. Et son prénom? Ça pouvait être qu'un italien encore. Comment tu dis? Rossellini. Federico. Federico. C'est bien, c'est un mix. Non, Roberto Fellini. Federico Fellini. Roberto C'est moi qui l'ai dit. Roberto Rossellini, excuse-moi. Je m'ai embrouillé. Roberto Rossellini. Ah, Je vois bah, bien mais Mokhtar, elle un s'appelle point. comment déjà? Un point, Mokhtar. deux Comment? points, j'ai dit. Elle s'appelle Isabella comment? Rossellini. Hmm. Question de rapidité, très simple. En quelle année est sorti le film? 2014. 2003. 2003. J'ai entendu 2013. J'ai entendu 2013. J'ai entendu C'est ça. C'est Mokhtar, je crois, qui a dit 2013. Eh ben, Olivier, Oh, yeah. qui perd sa ceinture. Oui. Vite, alors. Comment s'appelle la grande sœur de Jack Gyllenhaal, également nommée aux Oscars? Ah, Johan. non, Lindsay. non. Emma. Jane. Franchement, si vous voyez son visage, ça va vous revenir Ah tout de oui, suite. ok. C'est Maggie Gyllenhaal. Maggie, oui. Dans la The Dark Knight, World Trade Center, La Secrète. Ok, dernier point ou pas? Allez, un dernier. Ouais, vas-y, que je m'en mette un point quand même, là. Ouais. Bon, pour les cinéphiles, citez le nom du réalisateur canadien qui a réalisé Crash notamment. David Cronenberg. Très bien. Ah, Bravo. là, bravo. Bravo. Oui, sauf l'honneur, mais ex aequo entre Alimata et Mokhtar. Mais non, mais j'ai plus de points que Mokhtar. Ah bah peut-être. Hein. Non, il avait eu un point au début. Bon, c'était un demi-point au début, parce qu'il n'avait pas dit le Non, j'ai prénom. gagné. C'est bien, Alimata. Parce tu as que gagné. l'Alimata a gagné. Allez, Merci. on fera ça à la vidéo. Bon, Merci. Christophe, l'analyse. Oui, donc moi, il y a différents points que je voulais mettre en avant. Donc, notamment la trajectoire du réalisateur, Denis Villeneuve. Donc, il avait déjà fait plusieurs films avant celui-ci. Donc, il avait déjà travaillé sur un 32 août sur Terre en 1998, qui a connu pas mal de succès dans les festivals, déjà. Entre-temps, il avait fait Maelstrom, Polytechnique. Polytechnique, c'était l'histoire d'une tuerie dans un lycée. Et notamment Incendie, là, qui va le faire connaître internationalement. D'accord, et qui va lui permettre de travailler avec des stars comme Hugh Jackman ou Jack Gyllenhaal.
sur les projets Ennemi et Prisoner qu'il va faire en parallèle. Les deux films, il va les faire quasiment en parallèle. Donc, les succès de ces deux films, cette fois-ci, lui ouvrent les portes d'Hollywood. Et ça tombe bien, parce que Hollywood, Monsieur Denis Villeneuve, il a un rêve quand il est jeune, quand il est tout petit, c'est de faire des films de science-fiction, des films à gros budget. Et c'est ce qu'il va faire avec Hollywood. Après ses projets Ennemi et Prisoner, il va travailler sur Premier Contact, il va travailler sur Blade Runner 2048 et le projet Dune, là, qui va sortir à la fin de l'année. Donc, il était amoureux fou de science-fiction et ses premiers pas dans les effets visuels et dans la fiction, enfin dans la science-fiction, il les fait avec Ennemi, avec ce film-là Ennemi, et il va faire appel à une entreprise spécialisée dans les effets spéciaux qui est basée à Montréal. Ça s'appelle Rodeo FX. Et là, ça va être leur première collaboration. Elle est assez intéressante, l'histoire de Rodeo FX. Bon, ça, on en parlera par la suite. Mais donc, sur ce projet d'Ennemi, là, qui est jonché d'effets visuels, ils ont travaillé sur l'image vous avez dû remarquer, pour jaunir Toronto. Il y a un filtre comme ça sur tout le film. Et ça, c'est Villeneuve qui a souhaité ça pour créer une atmosphère particulière, assez envoûtante, qui est assez claustrophobe, voilà, qui crée une espèce de claustrophobie. Mais le moment le plus important, en tout cas au niveau des effets visuels, c'est la confrontation entre Adam et Anthony, son double. Je ne sais pas si c'est un extrait d'ailleurs que vous avez mis en avant tout à l'heure. Donc il faut savoir que Denis Villeneuve, il a fait refaire cette scène 40 fois. Jake Gyllenhaal, c'est assez périlleux parce qu'on peut être très vite ridicule en tournant ce type de scène. Donc il l'a fait refaire 40 fois. Et là, le jeu d'acteur, on peut voir, il est assez juste. Quand on sait qu'en face de lui, il a une perche avec une balle de tennis qui est censée représenter son double. Je ne sais pas si Mokhtar, tu peux me ramener l'écran. Voilà, il a ça. Donc, vous imaginez bien qu'il va refaire cette scène 40 fois pour essayer d'avoir une crédibilité et d'extraire l'essence réelle à cette scène. C'est une scène assez bien faite, je trouve. Donc cette entreprise canadienne, là, Rodeo FX, est née en 2006. Et aujourd'hui, elle travaille avec tout le gratin hollywoodien. Elle a assuré les effets spéciaux de Terminator, le dernier Terminator, le dernier Indiana Jones, The Amazing Spider-Man, Deadpool. Elle a eu des récompenses sur Birdman. Et elle a travaillé également sur Premier Contact. D'ailleurs, l'analogie, le parallèle est assez flippant parce que les extraterrestres qu'il y a dans Premier Contact, qui ressemblent vachement à la grosse araignée qu'Alimata a montré dans son extrait, là, avec les grosses pattes qui marchent sur ton auto. Donc, cette entreprise-là, si vous êtes intéressé, moi je vous le conseille, c'est d'aller voir sur YouTube, vous tapez Rodeo FX et ils sont intervenus également sur Game of Thrones. Ils ont fait tous les effets de Game of Thrones et vous allez voir leur production et notamment sur Game of Thrones, toutes les calques successifs qu'ils ont mis, etc. Il y a tout leur travail qui est disséqué et mis comme ça à portée de tout le monde et c'est super intéressant. Moi, j'adore les petits trucs comme ça, l'illusion du cinéma. Et vraiment, je te laisse voir avec tes invités ce qu'ils adorent. Merci beaucoup, Christophe. Bon, alors, on passe à la séquence suivante. Vos plus et vos moins, ou vos tops ou vos flops. Donc, pour les tops, moi, je dirais le scénario casse-tête. Je dirais aussi l'interprétation de Jake Gyllenhaal, la réalisation, le décor aussi, et aussi les interprétations que ça peut engendrer, enfin, de voir ce film, de connaître le ressenti de chacun, comment ils ont perçu le film. Et aussi le côté court, parce qu'un film un peu casse-tête comme ça, c'est bien que ça soit quand même court, que ce soit pas trop long, sinon ça donne mal à la tête. Et puis voilà. Ah oui, les flops maintenant, je continue sur les tops. Vas-y, je t'en prie. Sur les tops. Ouais, vas-y. Alors les flops, j'en ai pas trop, mais juste pour dire quelque chose, je dirais le côté un peu trop jaunâtre du film. Moi, même si c'est pour donner un côté oppression, etc. Mais moi, ça m'a un peu perturbé. C'était un peu trop, quoi, je trouve. Mais bon, voilà, c'est histoire de dire quelque chose, mais sinon, j'en ai pas vraiment trouvé des flops. Pas dans les médias en tout cas. D'accord. Vaza ? Ouais, alors c'est super marrant parce qu'en fait, moi, c'est tout l'inverse d'Olivier. Alors d'habitude, on est assez raccord, mais alors là, je commence par ce que je n'ai pas aimé, donc mes flops. Le scénario accompagné du dialogue, la lenteur du film et l'intrigue. Vous aurez compris que bon, j'ai pas trop accroché. Pour moi, c'était un mix entre Proposition indécente et X-Files. Voilà.
Vraiment, je l'ai senti comme ça, quoi. Maintenant, ce que j'ai aimé quand même, pour relativiser les choses, ben moi, j'ai aimé justement cette ambiance un peu photo vieillie, ambiance jaunie. J'ai particulièrement aimé cette ambiance-là, un peu lumière ocre et tamisée. Et puis, j'ai bien quand même aimé le jeu de l'acteur, voilà, même si je ne l'ai pas trouvé transcendant, mais crédible, on va dire. D'accord, super. Alors, Alimata, dis-moi. Alors moi, les tops de ce film, c'est le jeu des comédiens, tous. Hein. L'acteur principal, effectivement, c'est une très belle prestation, mais également l'épouse. J'ai trouvé qu'elle jouait très bien et elle me fascinait assez. Elle me rappelait le personnage de Game of Thrones, très blanche et très blonde. Je trouvais qu'elle avait quelque chose d'angélique. Voilà. Son visage me perturbait, je la trouvais belle, mais je la trouvais étrange également. Donc j'ai trouvé que c'était pas mal, surtout dans cette ambiance jaunâtre, ça la mettait vraiment en lumière. Ce que j'ai aimé également, c'est toute cette intrigue. Moi, franchement, au début, j'ai pas bien compris vers où on allait. Cette première scène de société secrète qui rappelle un peu le film Eyes Wide Shut de Stanley Kubrick, où on retrouve ces ambiances de société secrète avec cette araignée. Je ne comprenais pas bien le sens, mais c'est vrai qu'en regardant le film, on comprend un peu mieux. Ce que j'ai aimé également, c'est les interventions du prof d'histoire, où il faisait un parallèle à chaque fois avec l'histoire, les événements de la vie qui se répètent, cette répétition, et on le voit dans le film, qu'on reprend, on verra des parallèles entre ce qu'il donne comme cours à ses élèves et certaines scènes du film qui effectivement se répètent. J'ai trouvé ça pas mal. Et j'ai trouvé son discours également intéressant. Et ce que j'ai pas aimé dans ce film, c'est la scène finale, quoi. Je n'ai rien compris. On en reparlera pendant le off. J'imagine qu'il y aura beaucoup de choses à dire sur les mystères du film. En attendant, on écoute le billet d'humeur de Léo. Cet effet de travelling sur les buildings dans une ambiance soul swing, ces noms qui défilent, des acteurs au casting dans un jaune, bling bling, Mark Hortz au recording. Il y a même le nom de la meuf qui s'occupe du catering, où il y avait sûrement du pudding et de la poutine. Les derniers remerciements du neveu, du chien, de la tantine. Enfin, qui termine la torture de ce film aspirine. Putain, donnez-moi de ma dose de chloroquine que je me déconfine. Voilà. Bravo. Tout pour moi. J'adore. Next. Merci beaucoup. Bon. Est-ce que vous avez préparé votre petit papier du coup? Oh merde. Attends. J'ai mon ardoise. Personne n'a préparé son papier. Si, Ouais, je je l'ai. comprends rien. Allez, sa petite note. Avec son ardoise. Ah, merde, faut que je la mette à l'envers. Alimata, 4. On voit mon chiffre? On voit pas, merde. On voit mon chiffre? On voit bien. Là, c'est 3,5. 3,5 pour moi. On voit pas. On voit pas Mokhtar et Olivier non plus. Si, Olivier, on le voit bien. 1. J'ai mis 1. Alors du coup, c'est l'heure du off. Donc c'est bien de commencer un petit peu. Moi, j'ai pris plein de petites notes là. Bon, déjà, je suis étonné, Zaza, tu mets un 1 à ce film. Ah ouais, vraiment, ça aurait été un super sujet et je trouve qu'il a été bâclé. L'intrigue, trop d'intrigue, tu l'intrigues. En fait, tu peux tout interpréter et n'importe quoi. Franchement, c'est dommage. En fait, j'ai mis 1 parce que je trouve que c'est dommage. C'est un sujet, le sujet, il aurait vraiment pu être super bien poussé. Mais je trouvais que ça partait dans tous les sens, sans queue ni tête.
tu penses que tu veux. De toute façon, avec tout ça, tu peux penser tout et n'importe quoi. Vraiment, c'est entre X-Files. Des fois, tu regardes et tu comprends pas. Ok. Tu te dis, bon, ok. À la fin, je me suis retrouvée devant ma télé. J'ai fait, bon, ok. Voilà. Ouais, je trouvais que c'était une belle rencontre avec son subconscient. Oui, mais j'ai trouvé. En fait, j'ai été déçue parce que l'intention est bonne. Le sujet, il est super bien, justement. Mais je suis restée sur ma faim, quoi. C'est aussi un cinéma, je trouve, moi, qui est insoutenable. Et ça, c'est le film où tu t'attends à quelque chose. Il va te briser tes émotions. Tu sais qu'à un moment donné, il va te briser tes émotions. Et je trouve que ça monte en crescendo. Et moi, c'est ce que j'apprécie. Ce que j'apprécie pas. Parce que quelque part, il ne me laisse même pas le choix. J'ai aucune liberté dans ce type de film pour avoir un moment de répit. J'ai aucun moment de répit. Je suis en panique tout le temps. J'ai les sens en éveil. Et c'est ce que j'aime pas. Et en même temps, c'est ce que j'aime bien. C'est pour ça que j'ai mis 3,5. J'aime pas, mais j'aime bien. C'est pas le genre de film que je regarderai toutes les. Tu vois, moi, j'ai pas du tout. Mais c'est vraiment un film, moi, que je trouve absolument parfait dans sa mise en scène, en tout cas, et dans sa réalisation. En fait, moi, j'ai l'impression que le film, il est quand même. Tu sais que rien n'est fait au hasard, en fait, dans le film. Tu sais qu'il y a quelque chose qui veut raconter, le réalisateur. Mais c'est vrai que moi, en sortant du film, j'ai fait. Attends, mais j'ai rien compris. Et juste le fait d'aller voir dans un forum les interprétations de chacun, et il y a une interprétation que j'ai lue. Et là, tu te dis, et là, ça te fait regarder le film autrement. Tu fais, ah bah oui, c'est exactement ça, etc. Et du coup, moi, je l'ai vu une deuxième fois, donc avant-hier, avec cette vision du gars qui a laissé enfin, je pourrais vous envoyer le texte. Et tu te dis, ah ouais, d'accord, ouais, tout est logique. En fait, tout est logique, en fait. Léo, t'as pas été pris au jeu, toi, par exemple? Moi, j'ai pas du tout. Toi, t'es pas rentré dedans, quoi. Moi, c'est pas que je suis pas rentré dedans, c'est que ça a été positif, que j'ai dormi, en fait. On m'a fait dormir. Et en fait, je me suis réveillé au générique et j'ai dit, ah bah le générique, ça va, ça passe. Moi, je l'ai regardé 2 fois et c'est vrai que la deuxième fois, j'ai vraiment apprécié parce que ça m'a permis de voir certains détails que je n'avais pas vus la première fois, notamment tout ce qui est en lien avec l'araignée. Et vous vous rappelez qu'au début du film, il y a une personne qui est enceinte? C'est vraiment étrange parce que la fille d'après est enceinte aussi. Il n'y a pas de rapport entre les deux? Moi, je trouvais qu'il y avait un rapport. Oui, pour moi, c'est ça en fait. Mais bon, après, tu peux. C'est clairement un film qui repose sur le trouble psychologique d'une certaine manière. Et c'est vrai qu'il y a une difficulté ou une volonté de la part du réalisateur à mettre en image le trouble psychologique. Et ça, c'est vrai que c'est ce qui fait que ce film a une certaine logique par rapport à un film de David Lynch, où David Lynch a été critiqué pour ça. D'ailleurs, dans Mulholland Drive, il a été complètement critiqué parce que le sens n'était pas évident et certains disaient qu'il n'y avait absolument aucun sens et qu'il s'amusait à perdre les spectateurs, alors que là, dans ce film, on sent qu'il y a une logique. Et si on regarde le film suffisamment, si on se renseigne suffisamment, on commence à percevoir les éléments. Mais le versant négatif de ça, c'est que c'est un film qu'il faut déjà revoir plusieurs fois, il faut se renseigner, il faut lire. J'ai envie de te dire qu'il y a trop de logique en fait. J'ai pas eu de surprise en fait, tu vois. Il y a trop. J'ai envie de me dire, ah ouais, ok, d'accord. Ah oui, bon, ok. Là, à chaque fois, je me dis non, il va y avoir un contre-coup, ça va pas le faire. Vous n'avez pas eu la pression. À aucun moment, vous avez eu la pression. Vous avez... Non, personne de vous. Non, c'est ça que je comprends. Moi, quand on me dit un thriller, je vois pas. Si, moi, quand elle s'est aperçue qu'en fait, elle n'était pas avec Adam, mais elle était avec Anthony, là, je me suis dit, il va la tuer. Enfin, si, il y a des moments quand même. Et le moment quand même où il va aller coucher avec sa femme et que lui, il se prend la tête parce qu'il lui a donné l'accord d'aller coucher avec sa femme. Mais il est phénoménal ce moment-là. Il se prend la tête dans son côté et finalement, il va prendre la place du mec et la pression qu'il a de ne pas se faire découvrir par l'autre parce que l'autre, elle suspecte que c'est pas lui au début ou c'est un jeu qui joue. Finalement, on se rend compte peut-être que c'est un jeu parce que le lendemain matin, il lui dit ta mère t'a appelé ou je sais pas quoi. Au début, nous, franchement, cette scène-là, elle est puissante quand elle met sa tête sur l'épaule en disant ouais, tes courses se sont bien passées. Oui, pour moi, elle se rend compte que c'est pas l'autre de toute façon. Il y a un accord tacite en fait. Oui, elle l'accepte. Oui. En fait, il est vraiment prof. Comment ça? Non, mais en fait, elle croit être avec Anthony, mais ça dépend du moment du film et ça dépend comment toi tu interprètes. Oui, c'est ça. On t'entend plus. C'est en décalé. Ouais. Ça dépend du film et ça dépend comment tu interprètes le film aussi. Ouais. Après, ça dépend de comment tu interprètes le film. Parce que le moment dont tu parles, qui est de dire, bah voilà, il y a une pression
de savoir si qu'est-ce qu'il va faire avec sa femme, c'est si tu interprètes le film comme étant comme Adam et Anthony étant deux personnes différentes. Mais si tu l'interprètes comme étant une seule et même simplement personne. Anthony, le double de l'autre, et que c'est une seule et même personne, du coup, tu vois pas les choses de la même manière. Et c'est ça qui, si tu veux, est assez intéressant dans le film, c'est que tu peux avoir une certaine pression comme tu peux ne pas avoir de pression. Et la manière dont tu voilà. Ouais. Donc ça ok. Et après, et ça, si tu parles du double, donc voilà, on n'est plus dans l'ennemi du coup. L'ennemi c'est moi-même, du coup, l'ennemi c'est lui-même. Peut-être que l'ennemi c'est lui-même. C'est pas ce qu'on voit de manière. C'est des interprétations après. Donc c'est un second sens qu'on peut donner au film. Mais dans ces mais on voit. L'une des grosses problématiques quand même, je sais pas qui est traitée dans le film. Au-delà de ça, au-delà de l'aspect du double schizophrénique. Enfin, c'est le double, mais c'est le problème qu'on peut avoir avec sa femme. Moi, j'ai compris ça comme ça. Et l'attirance qu'on peut éprouver pour d'autres femmes, tu vois, en étant en couple. Je sais pas si vous avez ressenti ça. En fait, aussi, en fait, son double, en fait, c'est l'infidèle, c'est le méchant, en quelque sorte. Voilà, exactement. L'adultère est quand même central entre la personne exubérante qui est capable d'aller dans des boîtes échangistes, etc., et la personne qui fait ses cours, qui est dépeinte de manière assez sombre, finalement, et très dépressive. Du coup, la personne qui est bien rangée, etc., contrairement à l'autre qui est bon vivant, comme toujours, qui va dans des boîtes échangistes, etc. Mais il y a voilà, le thème de l'adultère, le thème de l'attirance pour d'autres personnes, etc., moi, j'ai trouvé ça assez central dans ce Ah, mais c'est clair que c'est central parce que qu'on le prenne d'une manière ou de l'autre, il y a adultère. De toute manière, des deux côtés. Moi, c'est ce qui m'a choqué, c'est que Anthony, quand il découvre qu'il a un double, sa seule obsession, c'est d'aller se faire la nana de son double, quoi. Bah ouais. C'est ça, justement. C'est son côté sombre, en fait. C'est vraiment le côté obscur du personnage qui pour moi, mais c'est vraiment... Parce que dans la vie normale, en fait, c'est le prof qui est bien rangé, avec sa maman qui lui dit oui, t'as quand même une vie bien rangée, donc c'est cool, t'as un enfant, mais sauf que après, il y a plein d'indices, si vous l'avez vu, quand les comédiens, se considère comme un comédien de troisième zone. Donc, ça fait 6 mois qu'il n'était pas venu dans l'agence. Donc, ces 6 mois, ça correspond à la grossesse de sa femme. Donc, il y a plein de choses comme ça qui reviennent. Justement, c'est que c'est trop tranché, quoi. C'est vraiment blanc et noir, quoi. Il n'y a pas de... Je trouve que ça manque de finesse, en fait, dans ces deux personnages. Les personnages sont caricaturaux, c'est ça que tu veux dire. Ouais. Oui, vraiment. Non, vraiment, il y en a un, tu lui donnes le bon Dieu en personne, et l'autre, c'est un salaud qui fait... Enfin, bon Dieu en personne, dépressif. Ouais, ça manque d'un peu de... Non, mais... Oui, non, mais j'ai compris. Ouais, c'est clair. Tu vois ce que je veux dire? Non, mais c'est vrai qu'il y a un côté très... Il y a un côté caricatural. Il y a un côté lisse, et un côté un peu... très... Alors que c'est pas comme ça. Le bon, le mauvais. Même quand t'as deux... Ouais. J'ai moins aimé ça, ce côté... Le côté logique, le côté les indices, le côté ça se recoupe, le côté si t'as pas vu, en fait, regarde, là, il a une alliance, là, il n'a pas d'alliance. Tous ces indices, c'est vrai que ça fait un petit peu... ça manque de fantaisie, en fait. Ces histoires de double, c'est vrai que quand on a vu Faux Semblant, on peut être que déçu par ce type de film. Je ne sais pas si vous vous rappelez de Faux Semblant avec Jeremy Irons. Ça vous parle pas? Tu vois, tu avais ce même phénomène des frères jumeaux qui étaient comme ça, avec un caractère complètement différent l'un de l'autre, etc., dans l'autodestruction, finalement. Et on marche sur les plates-bandes de ce type de film. C'est vrai. Mais moi, je vais te dire, depuis que j'ai vu Double Impact, tous les films avec des jumeaux, je les kiffe. Ah ouais. Après, il y a eu quoi comme d'autres films? Il y a eu Fight Club aussi dans ce même... Fight Club, c'est un peu dans le même style. Fight Club, c'est... Voilà. C'est beau, l'acteur. Là, quoi qu'il était beau. Du coup, Fight Club... C'est dans la torture mentale aussi, mais dans un autre level. Enfin, tu vois, c'est construit, c'est quand même... C'est cherché, c'est poussé, quoi. C'est pas on te donne tout comme ça et vas-y, crois ce que tu veux. Ouais, mais la différence avec Fight Club, c'est qu'à la fin, ça se résout. L'intrigue se résout. Oui, c'est vrai. Alors que on te donne la solution, on va dire. Moi, je vous dis, j'ai toujours pas compris. La nana qui se transforme en araignée. Mais du coup, moi, je continue à faire le parallèle avec David Lynch quand même, parce que il y a ce film donc qui... dans les critiques, il y a beaucoup de gens qui ont fait quand même le parallèle avec David Lynch, clairement, parce que c'est vraiment l'art de David Lynch de perdre ses spectateurs, mais aussi parce qu'il marche un petit peu dans ses pas avec le film qui va sortir, qui va faire cette année, la Dune. Avec Dune.
Il est dans. Ouais, c'est vrai qu'il y a ces messages sibyllins. C'est vrai qu'il y a toujours une petite. Même dans le premier contact, parce que je reprends celui-là où il est face à des extraterrestres, c'est vrai qu'on a comme ça. Il a toujours une finalité où on se prend la tête, on se pose des questions qui sont sujettes à interprétation. Il a toujours une fin sujette à interprétation, un peu comme Prisonnier, je ne sais pas si vous l'avez vu. Quand Hugh Jackman il reste enfermé dans la grotte, on ne sait pas s'il va survivre, s'il ne va pas survivre, etc. Ouais, c'est vrai qu'il y a toujours comme ça à la fin. Ça, c'est la marque de fabrique, on pourrait dire. Et surtout, il donne pas de solution dans les interviews. Il dit démerdez-vous, c'est à vous d'interpréter comme vous voulez. Après, comme dit Léo, moi aussi, je suis pas forcément fan. Là, on sent bien qu'il est sur la voie d'Hollywood. En tout cas, Hollywood l'a bien happé. C'est ça. C'est ça que Léo. Non, mais je l'ai vu. Quand j'ai dit je me suis endormi au milieu, tu vois. Ouais. Moi, je trouvais que c'était trop attendu. C'est-à-dire que tu as un film de double, ok, bah, c'est pas assez torturé pour moi pour que je m'accroche, tu vois. Tout est attendu. Tu vois ce que je veux dire? On s'attend à la rencontre. Voilà, et c'est pas assez percutant, tu vois. Et puis ça nous endort, tu vois. Le rythme nous endort. Rien n'est fait vraiment pour t'accrocher finalement. Et en fait, on s'endort finalement. La migale, elle nous pique et c'est une migale tsetse, tu vois. Donc, non, mais c'est ça le problème. Et il y avait un film. C'est le genre de film intéressant, mais je trouve qu'il est trop attendu, quoi. C'est aussi le genre de film, à mon avis, qu'il faut regarder, qui sont assez, comme tu dis, ils sont plats, ils sont lents, ils sont contemplatifs. Et c'est un peu comme ils ont un peu le même rythme que Moonlight, si tu veux. C'est assez lent. Ouais. Les images sont quand même magnifiques. Il y a un gros travail sur les images, quand même. Sont hyper contemplatifs. Et du coup, c'est des films qui vaut mieux voir sur grand écran, je pense. Parce que sur grand écran, on doit être tout de suite plongé dans la. Il ne faut pas regarder ça. Il est présent, ça c'est sûr. Avec les musiques puissantes, parce que les musiques sont extrêmement puissantes, donc tu imagines le son. C'est sûr que si tu regardes ça sur un petit écran, tu perds aussi cet aspect qui. Donc ça nous mène à la prochaine séquence, le coup de cœur. Voilà. Donc je ne sais pas si vous avez eu un coup de cœur cette semaine. Donc je commence. Moi, une série, c'est The Boys. Donc je ne sais pas si vous connaissez. Je l'ai vu, très bien. Ouais. Ça passe sur Amazon Prime. Donc en fait, c'est 8 épisodes. Pour le moment, il n'y a qu'une seule saison. Il y a la saison 2 qui va arriver prochainement. Et en fait, ça parle de super-héros qui sont en fait des pires salopards. Et dans la série, ils sont passés pour des héros américains, alors qu'en fait, c'est des gros enfoirés. Ils ont une grosse stratégie marketing, c'est que business, il y a des produits à leur effigie. Et on voit les dessous de ce qui se passe en fait derrière tout ça. Et en fait, donc c'est un milieu plutôt mafieux. Enfin, c'est super drôle, c'est gore, c'est trash. C'est pas fait pour les enfants, donc c'est un peu l'anti Avengers. Et voilà, donc moi j'ai trouvé ça top. Je me suis fait happer dès le premier épisode. Moi aussi, j'ai bien aimé. Voilà. Excellent. C'est bon, je vais partager avec vous ce que j'ai, c'est ça. Enfin, je sais pas si vous l'avez vu, Les Mineurs. Non. Oui. C'est un film. Donc voilà, donc c'est. Oui, c'est un film. C'est Catherine Bigelow. Voilà, Catherine Bigelow, la femme de James Cameron. Film d'homme. Hein, l'ex-femme, non? Ah, c'est l'ex-femme, voilà. Ouais, il me semble. Je trouvais ça vraiment prenant. On parlait de pression tout à l'heure. C'est un film qui vraiment. Je ne sais pas si tu l'as vu, Christophe, mais. C'est un film qui met une grosse pression. Bon, on a toujours les ficelles du film américain oscarisé, etc. Mais on a vraiment l'impression d'être dans la peau des soldats. À un moment donné, on oublie qu'on est presque en guerre. On fait un peu corps avec eux. Et je trouvais que c'était un film extrêmement puissant, extrêmement dur aussi. Et donc voilà. Donc, je vous le conseille si jamais vous n'avez pas vu. Si vous avez un peu le cœur accroché, très bon film. Moi, je prends la parole alors du coup. Ouais. J'ai oublié. C'est un livre. C'est Magic Cherfi. Ah oui. Sorti en 2016, ma part de Gaulois. Bon, la prochaine fois, je le prendrai. Voilà, il est là. Ouais. Je le prendrai mieux. Donc, chanteur de Zelda.
Il raconte un peu comme ce qu'expliquait il y a 2 semaines, je crois, ou la semaine dernière, il y a 2 semaines, Alimata, avec le Rital. Elle parlait du Rital et on a un peu le parallèle pour l'immigration algérienne en France. Donc les premiers immigrés après les migrations italiennes, quoi, espagnoles, italiennes. Ensuite, on a les migrations algériennes et il parle un peu de cette ghettoisation qu'il y a pu avoir, notamment c'est Montpellier ou Toulouse. Toulouse, il vient de Toulouse. Et donc les difficultés de vie, etc. Et super intéressant, très facile à lire, très rapide, il est assez court. Et un peu comme le livre d'Héritage, je pense que ça fait partie du patrimoine français. Il faut lire ces livres-là, ces témoignages d'un temps où voilà, la ghettoisation est née, au moment où la ghettoisation est née, parce que nous, finalement, on n'était que les fruits de tout ça, quoi. Voilà, Magic Chaffee, chanteur des Zamda, très bien, ma part de Gaulois. Oui. Et mon coup de cœur, c'est ça. Je ne sais pas si vous voyez. Missing? Si, Missing. I Am Missing. Ah, I Am Missing. I Am Missing de Ils ont fait un nouvel album. Tim Weaver. Je suis pas du tout roman et encore moins polar, mais je l'ai acheté alors que j'allais voyager, pour tout vous raconter. Je l'ai acheté à l'aéroport. Il fut un temps où on pouvait voyager. Je l'ai acheté dans un aéroport. Donc, il est assez volumineux et je ne l'ai pas encore terminé, mais je suis rentrée carrément dedans. C'est l'histoire d'un mec qui se réveille sur une plage abandonnée. Et il ne sait plus qui il est, il ne sait pas ce qu'il fait là, il ne sait pas ce qui lui est arrivé. Il engage un détective pour qu'il recherche qui il est, qu'est-ce qui se passe et tout. Dedans, il est lié en même temps ils ont retrouvé le corps d'une femme morte et tout ça, et on sait qu'il est lié. Bon, il ne sait pas quoi ou comment. Et en parallèle aussi, il nous raconte un épisode de son enfance qui, a priori, devrait aussi nous faire comprendre qui est lié aussi à tout ça. Donc, il y a beaucoup de mystères. Et c'est la première fois que je suis prise dans un roman comme ça. Moi, Je présente. Vas-y, Léo. Vas-y. Les chemins noirs, Sylvain Tesson. Ah oui. Sylvain Tesson, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un écrivain aventurier. Et en ces temps où on est un peu cloisonné à la maison, là, ça parle de son expédition qu'il a fait après sa chute du toit, où il a été dans le coma et il s'en est remis de justesse. Et il a décidé de partir du sud-ouest. Donc, il a fait toute la diagonale du vide à pied. Et donc, il est passé que par les petits sentiers non balisés. Et donc voilà. Et donc, c'est un carnet de voyage, un carnet de route. C'est toujours très instructif. Et il a une plume assez fine, percutante et vraiment profonde. Et j'apprécie en tout cas en ces temps de confinement, c'est une vraie bouffée d'oxygène. Voilà. Ok. Alimata. Moi, je voulais vous partager mon coup de cœur de cette semaine. J'ai écouté une super belle émission sur France Culture par les temps qui courent. Donc, c'était les invités, c'était 2 membres du groupe Cassav sur leur cheminement, leur parcours et comment ils sont arrivés au niveau où ils sont arrivés et sur leur amour de la langue française, même si on ne les reconnaît pas comme étant musiciens français, on parle toujours de créolité, etc. Donc j'ai trouvé que c'était un beau témoignage de personnes qui aiment la langue française et qui aiment qui mettent en avant l'amour du créole, et ça m'a donné envie de parler créole. Voilà, je trouvais l'émission. Moi, c'est un groupe que j'adore, qui me touche, et tous les deux, par leurs témoignages, m'ont beaucoup touchée. Donc, je vous invite à écouter cette émission. Elle est très jolie. Je vous mettrai le lien sur le groupe. Super. Bon, merci beaucoup. Donc, je vais simplement passer juste pour dire ce qu'on va voir pour la semaine prochaine, pour les semaines suivantes. Donc, plateforme le 14 mai, j'en sais pas plus, je me suis pas renseigné sur le film, donc je ne peux pas vous dire. Roma, personnellement, je l'ai déjà vu, donc je connais, mais j'aurai plaisir à le revoir. Donc voilà, ça c'est les 2 prochains films.
Je vois que tu as été fort, Zaza, parce que la semaine dernière, tu étais un petit peu endormi, tu as mis une grosse note. Là, c'était comme il fallait, mais tu mets une note. Faut mettre des films que Zaza n'aime pas. Et là, on a du dynamisme. Ça me réveille direct. Là, elle est comme ça. Elle est sous coque. Mais c'est vrai qu'on devrait mettre des mauvais films aussi, hein, juste pour voir comment nous on le voit. Enfin, Ouais. Kramer contre Kramer, des films qu'on sait. ça me fait Genre Cinéman, genre Cinéman, ça serait pas mal. Bon, comme ça, moi, je dis pas de roman. Ça va être le prochain rôle de Jack Gyllenhaal. Ouais. Non, c'est intéressant. Et en plus, c'est en anglais, j'arrive à le lire. D'ailleurs, je vous défie de le dire ce nom. Je me suis entraîné. Ah non. Gyllenhaal. Exact. Gyllenhaal. Ouais, c'est pas moi, je disais Gyllenhaal. Maintenant, c'est Gyllenhaal. Exactement. Gyllenhaal. Sylvain Tesson, c'est celui qui était médecin et qui est devenu anthropologue. Non. Alors, moi, je vais vous partager, je vais me permettre 2 petits coups de cœur. Un coup de cœur qui est Non, lié un seul, s'il te plaît. Tu gardes ton deuxième coup de corps pour la semaine prochaine. Non, Merci. Censure. moi, j'ai été traumatisée. Ah bon? On a trop dit déjà. Elle est grave, elle. Non, mais le problème, c'est que j'ai dit il y a trop longtemps. Tu sais que tu me flingues toute ma mise en forme là. À cause de toi, j'ai perdu 3 heures de mon vidéo. De toute façon, il va falloir le revoir juste pour trouver les timings. Là, faut déjà les timings. Ali, retourne dans ta pièce. Retourne dans ta case. J'ai plus de batterie. Je l'ai dit au début, avant de commencer, je vous l'ai dit, la batterie. Coupe Attends, la. on va mettre ça. Coupe l'enregistrement.